Alors je sais pas si certains l'ont vu ou si certains s'en souviennent, mais il y a de ça 1 ou 2 ans, j'avais fait une vidéo, retirée ensuite évidemment pour droit d'auteur, où j'avais tenté quelques théories autour de quel serait le casting idéal pour ça, chapitre 2. Et à cette époque-là, j'avais misé sur Chris Pratt, sur Jake Gyllenhaal, sur Adrian Brody, même sur Chiwetel Ejiofor. Et bah vous savez quoi, aujourd'hui, après avoir vu ça, chapitre 2, ça ne me dérange pas plus que ça finalement. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Retour à ce fameux décor lillois, ce qui veut dire que les lives reviennent bientôt, peut-être même encore plus vite que ce que tu l'imagines. Mais revenons tout d'abord au sujet du jour, ça, chapitre 2 d'Andy Muschietti, le deuxième meilleur film des 2 films ça d'Andy Muschietti. Et c'est un film, je vais pas vous mentir, que j'attendais avec impatience. J'avais adoré le premier opus de ça, j'avais trouvé le premier opus d'une poésie beaucoup plus forte que l'effroi qu'il était censé donner, mais c'était pas dérangeant, il y avait une ambiance très années 80, on retrouvait, ça je vais en parler ensuite, un côté Stranger Things qui était vraiment intéressant, et il y avait une poésie, il y avait une ambiance, une atmosphère qui savait te faire oublier que le film n'était pas forcément effrayant en soi, mais qui ne tombait pas forcément dans les clichés du film d'horreur et qu'il essayait de te proposer autre chose et de réévaluer et de réinventer, si j'ose dire, l'œuvre quand même de Stephen King, qui est une des œuvres les plus mythiques du livre de science-fiction et probablement même plus du livre fantastique, et j'avais trouvé que ça d'Andy Muschietti était beaucoup plus fantastique. Voilà pourquoi j'attendais le deuxième chapitre avec impatience, notamment quand on met quand même James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader pour ceux qui connaissent un peu le Saturday Night Live, et le retour de Bill Skarsgård qui campait quand même un Pennywise qui était très impressionnant. Et passer les 2h40 d'opus, puisque le film dure quand même 2h40, et la longueur on va y revenir, pour moi la longueur c'est un contre-exemple. Je pense que le film est long dans sa narration, beaucoup plus que forcément dans la longueur du film en règle générale. Je ressors de Once Upon a Time in Hollywood, j'ai pas vu les 2h45 passer pour vous donner un ordre d'idée, un rapprochement entre les deux. Et au bout de ces 2h45, grosse déception. Et alors c'est vraiment dommage parce que j'attendais énormément de ce film, et je pense que même sans attendre énormément de ça chapitre 2, en règle générale, en termes purement long métrage, c'est une très grosse déception sur énormément de points, et au final les déceptions qui arrivent sont des défauts de qualité que le premier opus avait. Je vais revenir sur plusieurs thématiques en particulier, et pour moi la thématique la plus importante c'est quand même le casting, parce que ça chapitre 2, le thème idéal au-delà d'affronter Pennywise et de revenir à Derry 27 ans plus tard, c'est quand même ce retour à l'enfance, c'est racheter une enfance qui a disparu, c'est retrouver une enfance perdue qu'on a préféré oublier, puisqu'on apprend au fil du métrage que dès le moment où on quitte cette fameuse ville fantastique de Derry, tous nos souvenirs d'enfance disparaissent les uns après les autres. Et c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans le premier opus, ce côté années 80, ce côté Stranger Things où on avait véritablement de l'empathie pour chacun des personnages, pour chacun des enfants, qui n'avaient aucun mal à avoir une vraie complicité, et c'était ça pour moi qui faisait la force du premier opus. J'ai trouvé que dans cette deuxième partie, les thèmes étaient respectés en termes de complicité vis-à-vis des personnages, et on retrouve cette poésie d'Andy Muschietti sur tous les segments de flashback où on va revoir les enfants, mais dès qu'il s'agit des adultes, j'ai eu un problème avec le casting. Je trouve que l'ensemble du casting ne se sentait pas concerné. Qu'on parle de Jessica Chastain qui est insipide, je sais pas si c'est parce qu'il a pas réussi à la mettre en scène justement, ou si c'est parce que l'actrice ne se sentait pas véritablement concernée par l'œuvre, mais que l'on compare avec l'actrice qui campait Beverly jeune, qui avait quand même une prestance, un charisme. Je trouve que Jessica Chastain n'a absolument pas la même personnalité que la Beverly enfant, et même si au sein du film on va apprendre par quelques tranches de vie, puisque forcément Muschietti va nous proposer ce qui est devenu ce fameux club des ratés 27 ans plus tard, on peut comprendre que Beverly est totalement laissé son côté un petit peu feu follet de côté, mais alors je la trouve à l'opposé du charisme et justement de cette prestance qu'avait l'enfant Beverly. Pour James McAvoy, je trouve qu'il a ce côté tendre et très attachant de Bill que j'avais déjà retrouvé et que j'ai retrouvé dans ça 2 finalement, parce que toutes les scènes où on retrouve ce fameux club des ratés enfants, ce sont des scènes émouvantes, ce sont la plupart du temps des scènes poétiques, des scènes tendres, sur l'importance de l'amitié, sur l'importance de se retrouver. C'est encore une fois le défaut d'une qualité. On va avoir un nombre de scènes du premier film qui vont être soit refilmées, soit juste transposées dans ce métrage-là. Je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux dosé vis-à-vis de la mise en scène de Muschietti pour que le film ne paraisse pas aussi long. Mais pour revenir à James McAvoy, oui, il a cette tendresse de Bill qui est encore une fois très intéressante, puisque moi c'était un des personnages que j'avais apprécié, mais forcé de constater qu'il cabote un petit peu. Encore une fois, je peine à me dire que l'acteur se sent véritablement concerné. Et ça peut des fois, comme les scènes d'horreur d'ailleurs malheureusement, toutes les scènes un petit peu émouvantes au sein de ça chapitre 2 peuvent parfois se retourner contre la notion même de l'émotion pour en devenir assez comique. Alors, encore une fois, il y a des scènes comiques, notamment vis-à-vis de Bill Hader, qui lui s'en sort à merveille. Pour moi, c'est le seul. Il incarne
incarne Richie, mais déjà, en règle générale, j'adorais le personnage de Richie, qui était l'acteur de Stranger Things dans le premier opus. C'est le seul qui a l'air de véritablement être impliqué dans le métrage et qui fonctionne, de par l'humour, de par la tendresse, de par l'attachement et les questionnements. Mais il y a très peu de développement de personnages, on a très peu d'intrigues qui vont faire mouche vis-à-vis des protagonistes, et c'est surtout le rythme. Le rythme est vraiment mal dosé, je trouve que les dialogues ne sont pas forcément aussi puissants et aussi marquants que dans le premier, puisqu'il y avait l'originalité dans le premier opus de Muschietti d'avoir cette bande d'enfants, ce fameux club des ratés, qui va se retrouver devant quelque chose qui les dépasse complètement. Ici, c'est complètement différent, et c'est le gros problème pour moi du métrage, c'est que la complicité et tout l'arc principal de retrouver cette amitié perdue depuis 27 ans, puisque ce sont des gens qui se sont pas vus depuis très longtemps, pour lutter contre le mal à part entière que représente Pennywise, en termes de symbolique que représentent les personnages, ça ne fonctionne pas. C'est rempli de beaux dialogues, de beaux discours, de belles pensées. J'ai l'impression que Muschietti s'est un petit peu perdu dans l'idée de 1. Faire comprendre son message au public et la bienséance, la bien-pensance absolue, de vouloir absolument en rajouter, à tel point que ça perd un petit peu le spectateur. En tout cas, moi, en termes de casting, hormis Bill Hader, ça m'a véritablement perdu. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, mais l'un des gros soucis aussi, c'est la longueur en termes de mise en scène. Le problème, c'est que le film Ça chapitre 2 est terriblement attendu. Il est cousu de fil blanc. Alors en termes de jumpscare, en termes d'effroi, en termes de frayeur, en termes même de péripéties et de développement de personnages, on s'attend absolument à tout. Et c'est l'un des gros problèmes aujourd'hui du cinéma d'horreur. Et si moi, qui suis pas forcément adepte du cinéma d'horreur de base, j'arrive à le voir, j'imagine pas ceux qui sont vraiment actés dans ce cinéma d'horreur-là. L'avantage qu'avait le premier, je le répète, c'est qu'il était poétique. Il y avait quelque chose au-delà de l'horreur qui était très intéressant. Ce qui fait mention justement de l'effroi, qui n'était pas le plus important, puisqu'il y avait cette communauté des ratés, il y avait cette poésie, il y avait ce côté années 80, très important ici, même en 2016, même 27 ans plus tard, on a toujours cette colorimétrie, ce jeu de couleurs, cette ambiance et cette pellicule qui rappelle les années 80, même à l'époque d'aujourd'hui. Ça, c'est une grosse prouesse d'Andy Muschietti qui récupère un petit peu de la poésie qu'il avait proposée dans Ça chapitre 1 pour la transposer à l'ère moderne. Alors ça peut, pour certaines personnes, encore faire penser à ce fameux rétro-wave. On est un peu bloqué dans cette mouvance, dans cette merveille des années 80. On surévalue peut-être sur beaucoup de points, mais qu'on fantasme absolument. Là, c'est encore une ode aux années 80, que ce soit vis-à-vis des enfants qu'on va voir plusieurs fois, mais même vis-à-vis des adultes. Moi, il y a quelque chose qui m'a quand même étonné, où tous les protagonistes, une fois arrivés à Derry, vont devoir retrouver un artefact qui, mis tous ensemble avec leur pouvoir à eux, sera capable à un moment donné d'anéantir Pennywise. Mais alors, en termes de rythme et de mise en scène, sachez que tout sera exactement de la même façon pour chaque personnage. On va avoir Bill qui va devoir aller récupérer son artefact, qui va tomber sur Pennywise, qui va essayer de le duper, il va s'en sortir in extremis, et ensuite ça va être le cas de Beverly, qui va se jouer des jeux de dupes de Pennywise, qui va s'en sortir in extremis, pour ensuite passer au personnage suivant. Et toute cette mise en place pour arriver jusqu'à la péripétie finale de récupérer les artefacts des ratés, ça dure facilement entre une demi-heure et 3/4 d'heure, et c'est extrêmement long. Et c'est extrêmement long pourquoi? C'est là où je voulais en revenir. C'est pas le film en soi qui est long, c'est pas le fait de faire 2h45 qui est trop long. La structure narrative du film, elle est ultra linéaire. Quand tous les jumpscares sont terriblement attendus, je pense notamment à un passage où on voit Ben Enfant dans un casier. Pour tous ceux qui ont vu le film, vous verrez sûrement la scène. Elle est attendue, mais 1000 fois cette scène-là, alors qu'il y avait moyen peut-être de faire quelque chose d'intéressant, à savoir que la plupart des films d'horreur, et ça je suis assez d'accord avec toutes les personnes qui m'en ont déjà parlé, les jumpscares ne font pas tout dans un film d'horreur. Moi, ce que j'apprécie, et ça a été le cas d'ailleurs dans la récupération d'un artefact vis-à-vis de Beverly, quand elle revient, pour ceux qui ont vu le film, pour les autres ça spoil pas grand chose, quand elle revient dans son ancien appartement et qu'elle va rencontrer une mamie un petit peu bizarre. Moi, ce que j'apprécie dans la mise en scène du cinéma d'horreur, c'est pas le jumpscare, c'est tout ce qui va précéder le jumpscare. C'est tout ce qui va te dire, oh là je sens que ça va péter, là je sens qu'il va y avoir quelque chose, mais le réalisateur se joue de moi pour qu'à aucun moment je ne sache quand ça va arriver. Et la scène avec Beverly dans son ancien appartement, elle est extrêmement longue, elle est très bien filmée, elle a un côté comique qui rappelle un petit peu le personnage de Pennywise, puisqu'il va y avoir beaucoup d'aspects comiques qui parfois entachent carrément l'horreur parce qu'ils n'ont rien à faire dans certaines scènes d'horreur, mais qui des fois sont très bien amené, comme c'est le cas vis-à-vis de cette scène-là. Là, l'horreur fonctionne, et là, le côté linéaire s'évacue complètement. Pourquoi? Parce que Muschietti a compris que c'était l'essence même du cinéma d'horreur, de pas faire peur avec le jumpscare, mais avec l'atmosphère, avec l'ambiance qui le précède, justement. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est quand tu ne sais pas comment ça va arriver. Et c'est le gros souci de ça, chapitre 2. On s'attend absolument à tout, à quelques scènes près, quelques scènes qui sont même parfois grotesques. Je pense à la récupération de l'artefact d'Eddie, où je n'ai pas compris pourquoi on mettait une pseudo-musique à la Deadpool pour totalement
détendre l'atmosphère d'un truc qui n'en a absolument pas besoin à ce moment-là. Moi, les segments comiques que j'ai appréciés, c'est ceux avec Pennywise, puisque ça se rapproche un petit peu de ce qu'on connaissait de Pennywise, qui aime bien faire des vannes, etc. Et là-dessus, Bill Skarsgård est incroyable. Là, j'ai aucun problème avec le personnage de Bill Skarsgård. Il est extrêmement convaincant. Il est à la fois flippant parfois dans son regard, mais aussi très drôle. C'est cette dualité de caractère entre les deux qui font du personnage de Pennywise, pour moi, un personnage réussi. Autre chose, par exemple, en termes de rythme et en termes de très attendu, la bande originale. La bande son du film vous indique quasiment à chaque fois tout ce qui va se passer en termes de situation horrifique, en termes de jumpscare, en termes d'horreur et même en termes de péripéties et de résolution de péripéties. Si vous prenez un petit peu le temps d'écouter la musique et de savoir à peu près quand elle s'arrête, quand est-ce qu'elle va reprendre, quand elle monte en intensité, vous comprenez absolument tout le film. Et ça, je crois que j'en avais déjà parlé sur Chucky, il me semble, ou alors je sais plus quel film j'étais allé voir où j'en avais déjà parlé à ce niveau-là. Moi, c'est quelque chose qui me pose problème, c'est-à-dire qu'un silence pour moi mais vaut 1000 longs discours, ou en tout cas vaut 1000 musiques un petit peu stressantes comme ça qui au final te stressent pas du tout, puisqu'elle va finir par t'indiquer ce qui se passe. Alors oui, pour moi c'est une déception, puisque c'est d'abord une recherche d'une enfance perdue qui va se trouver en un film d'horreur très classique, très convenu, où je pense on a perdu sur certaines bribes, hein, pas sur l'ensemble du film puisqu'il a quand même des qualités, cet esprit du film fantastique poétique qui me tenait particulièrement à cœur. C'est cette poésie qui arrive vers l'horreur, donc le message est plus ou moins intéressant. Et puis quelques symboles, alors il y a quelques petites grosses références, c'est-à-dire que si on les voit pas, je pense qu'à mon avis on est aveugle, vis-à-vis de Shining ou vis-à-vis surtout de The Thing de John Carpenter, il y a une scène qui m'a énormément fait penser à une autre scène de The Thing de John Carpenter. Elle est filmée de la même manière, on joue sur l'obscurité de la même manière, c'en est même assez indécent, hein. C'est vrai qu'encore une fois en termes de référence des années 80, on se pose là. Mais dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. C'est pas un mauvais film, mais c'est une grosse déception parce que passer après ça, premier du nom, je trouve que c'était déjà compliqué. Il y avait vraiment, et c'est ça le problème, toutes les cartes en main pour avoir un très très bon film. Et je pense qu'il s'est un petit peu perdu dans sa volonté finalement de juste faire peur. Et c'est dommage, c'est très dommage.